Merci beaucoup Ophélie pour cet éclairage. Pour la première table ronde est sur le thème « Comment reconstruire un écosystème favorable à l'industrie dans les territoires ?» Pourquoi nous avons choisi ce thème? Pour la simple et bonne raison que quand on parle de réindustrialisation, on a un peu tendance à se focaliser sur les usines. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour que les usines fonctionnent, il faut réunir un certain nombre de paramètres, que ce soit du foncier disponible, des gens qui ont envie de travailler dans l'industrie, des infrastructures et bien d'autres sujets dont vont parler nos trois intervenants, qui sont Antoine Trush, toujours peur pour le nom de famille, directeur de l'investissement de la Banque des Territoires, Thierry Callot, associé de Quaero Capital, et Hubert Marie Bouillet, responsable du développement foncier de FM Logistique. Je vous invite à prendre place pour démarrer sans plus attendre. Je marche comme un canard. Ce débat avec une première question que j'ai adressée directement à Thierry Callot sur le sujet des infrastructures, parce que on en parle finalement assez peu, beaucoup, et à la fois assez peu quand il est question de réindustrialisation, et peut-être nous dire de quoi on parle quand on parle d'infrastructure et quel est leur rôle finalement dans cette réindustrialisation. Très bien, bonjour, oui, vous m'entendez. Merci Anaïs, bonjour à tous. Les infrastructures, moi j'en parle tous les jours, parce que j'en fais tous les jours depuis 2007. Les infrastructures, c'est quoi? C'est financer des actifs qui vont permettre à l'industrie finalement de fonctionner. Donc on parle de quoi? On parle du renouvelable par exemple, donc des fermes éoliennes, du photovoltaïque, de l'hydrogène vert, de la géothermie, de la méthanisation. On parle des PPP, on parle de financer des actifs sociaux, on parle de financer des hôpitaux, des collèges, des départements. On parle aussi de financer des réseaux d'eau usée, des réseaux d'eau potable, tout ce qui tourne autour du terme en anglais utilities. On parle aussi de financer tous des actifs qui vont permettre d'apporter la data, d'apporter la donnée, de vous permettre de mieux avoir accès à vos données, et donc c'est des réseaux de fibres. Donc c'est ce qu'on appelle le FTTH, Fiber to the Home, ou FTTO, Fiber to the Office. Et toutes ces infrastructures, elles sont finalement nécessaires, elles sont essentielles à la vie de la cité, à la vie de la communauté et à la vie de nos campagnes. Et d'ailleurs, c'est un biais qu'on a pris, nous, dans notre structure et dans notre façon de financer des infrastructures, c'est de s'occuper de tous les réseaux non denses, c'est-à-dire s'occuper de tous les réseaux d'eau usée, des réseaux d'eau potable, mais qui ne sont pas dans les grandes villes, qui sont dans les campagnes. Et on a fait la même chose pour la fibre, et il s'avère que ces actifs sont déterminants et essentiels au développement à la fois des communautés et aussi à la fois du développement de l'industrie. Voilà. Merci beaucoup. Je me tourne vers Hubert Marie Bouillet d'FM Logistique, parce que finalement, on vient de parler d'infrastructures, il y a un autre sujet qui concerne aussi un peu les infrastructures, c'est la question de la logistique, qui est quand même un petit peu boudée en ce moment en France, ou en tout cas souvent critiquée. Pourtant, il y a une importance à avoir une capacité logistique sur le territoire, et puis elle peut aussi contribuer à la réindustrialisation. Oui, donc bonjour et merci Anaïs. Alors effectivement, la logistique, parfois boudée, parce que ça génère des camions, c'est un élément indispensable de la capacité industrielle. Je vais vous donner un exemple que nous avons tous connu et vécu pendant la pandémie de Covid. Nous nous sommes rendus compte que certains champions industriels nationaux étaient dans l'incapacité de produire parce que des composants ou des éléments d'emballage manquaient. Alors ça peut être dans certaines industries des éléments aussi importants que des semi-conducteurs qui ont arrêté des chaînes de construction automobile. Mais dans d'autres industries, notamment dans le parfum, ce sont des bouchons qui venaient à manquer et qui empêchaient les industries de produire. Donc la capacité logistique est indispensable à l'outil industriel. Et en fait, on a deux pendants. Un pendant avant la production, donc tout ce qui va être nécessaire pour alimenter les usines, et un pendant après la production. Et là, je vais vous donner un autre exemple, qui est le réflexe qu'on peut tous avoir lorsqu'on commande en ligne, de privilégier la rapidité
de la livraison. Et ça nous amène parfois à choisir un site internet américain au détriment de certains sites français. Pourquoi ? Parce que ce site internet américain a massivement investi dans des outils logistiques qui parfois polluent un peu nos campagnes. Mais donc, c'est également un accès au marché, l'outil logistique. C'est donc la continuité de la production. Merci beaucoup. Antoine Truch, alors on parle un peu d'infrastructure, on parle de logistique, et puis on parle aussi d'implantation de nouveaux sites, dans un contexte finalement où on a le sujet de zéro artificialisation nette des sols, donc le sujet ZAN. Comment est-ce qu'on peut à la fois accélérer la réindustrialisation et l'implantation de nouveaux sites, voire favoriser des sites clés en main, tout en favorisant cette exigence qui est de ne pas artificialiser de nouveaux espaces? Merci pour cette question, Anaïs. D'abord, je voudrais vous remercier pour cette invitation, ainsi que le président. Juste pour reposer quand même le contexte, et pour ça, Nicolas l'a fait tout à l'heure avec ses mots de grand penseur, de grand théoricien de la désindustrialisation. Moi, je voudrais vous citer, vous témoigner d'une réunion que j'ai eue la semaine dernière avec les dirigeants de Prologium. Prologium, c'est l'entreprise de fabrication de batteries solides pour le véhicule électrique, dont le projet de Gigafactory, on parle beaucoup de Gigafactory en ce moment, a été annoncé pour Dunkerque. Ils ont même été accueillis par le président de la République. Donc, une fois que les grandes annonces sont faites, derrière, il y a un peu de boulot. Et donc, les dirigeants de Prologium venaient nous voir pour commencer à regarder les montages financiers pour financer cette usine qui est un objet à environ 5 milliards d'euros. Pour mémoire, j'ai eu la chance d'ailleurs de connaître ça dans mon ancienne vie. Je ne suis pas sûr que dans la décennie 2010-2020, on ait inauguré un projet industriel en France supérieur à 2 milliards. J'ai eu l'occasion de le rappeler déjà ici. Moi, j'ai inauguré une usine de chimie de l'uranium dont j'étais le patron, qui était un objet à 2 milliards. Je crois que c'était le plus gros investissement industriel en France de la dernière décennie. Et aujourd'hui, tous les 6 mois, on va sortir une usine, une Gigafactory à 3, 4, 5 milliards pour la transformation de l'industrie automobile. Mais il y a tout un tas d'autres sujets qui vont appeler ces méga-usines à arriver sur le territoire français. Donc, en fait, cette conversation avec Prologium, j'aurais dit, avant de rentrer dans le montage financier, moi, ça m'intéresse de savoir pourquoi vous avez choisi la France. Et j'ai demandé aux dirigeants Europe, je lui ai dit, sous le sceau de la confidentialité, est-ce que vous pouvez me montrer l'analyse que vous avez faite qui a abouti au choix de la France? Et il a été sympa, il m'a même montré la diapositive issue de la présentation au board de Prologium avec la matrice. Donc le choix entre 3 pays, la France, les Pays-Bas et l'Allemagne. Et j'y ai retrouvé en fait les critères de choix des industriels dans les implantations. Donc, et là je commence à répondre à votre question. Le foncier, disponibilité de terrain capable d'accueillir. Deuxièmement, la compétitivité, coût de l'énergie, coût du travail. Troisièmement, présence d'une main-d'œuvre locale capable de venir travailler dans l'usine. C'est à peu près ça. Et quatrièmement, pardon, j'oublie, le niveau de subvention. Et on rejoint la question de monsieur tout à l'heure. Et donc, ils m'ont montré les critères. Je ne vais pas vous donner le détail parce que je romprais cette confidentialité. Mais en fait, la France était au vert par rapport à l'Allemagne et aux Pays-Bas sur tous les critères sauf le coût du travail, où on était à peu près 10-15% au-dessus dans leur analyse. Sur l'énergie, malgré le renchérissement de ces dernières années, on reste très compétitif, vous le savez, par rapport à nos voisins européens. Sur les subventions, là, il n'y avait pas photo. On était dans un rapport de 1 à 8 sur le niveau de subvention proposé par la France par rapport à ses, j'allais dire compétiteurs, mais je suis un chantre de l'Europe, mais il faut quand même se dire qu'il y a une compétition sur ces sites. On se rappelle qu'Intel qui avait choisi finalement l'Allemagne plutôt que la France pour son projet à 25 milliards. Donc voilà, il y a une compétition. Et ce qui marchait très très bien, c'était la disponibilité du site de Dunkerque et le choix de Dunkerque, avec tous les éléments d'infrastructure. Tu le rappelais Thierry, aujourd'hui Dunkerque pour la batterie Valais et puis tout l'ensemble des Hauts-de-France est un territoire formidable. Et donc voilà, il n'y avait pas photo dans la décision du board et ils avaient même calculé un retour sur equity qui était en fait vraiment l'avantage de notre pays. Donc
c'est sur ces bases-là qu'il faut travailler. Alors évidemment, il n'y a pas que les gigafactories dans la vie. Quand on parle d'implantation industrielle, il y a aussi toutes les petites usines, celles que nous, à la Banque des Territoires, on finance, puisqu'on met à peu près 1 milliard d'euros sur 5 ans à disposition du foncier industriel et du financement des murs d'usines. Et donc voilà, je voulais vous témoigner de ça. C'est vraiment le triptyque compétences, compétitivité, enfin le quadriptyque, pardon, compétences, compétitivité, foncier, subvention, qui fait en fait la différence. Et donc il faut toujours être dans cet état d'esprit-là. Alors pour vous répondre sur le foncier, moi je trouve que le sujet, comme toujours, il n'y a pas une réponse unique. C'est pas du tout la même chose quand un industriel va chercher 50 ou 100 hectares pour une gigafactory. Là, la liste des fonciers disponibles, elle est très faible, et Intel l'avait dit, Tesla aussi à son époque avait dit, en France, j'ai pas trouvé de foncier disponible pour mon projet. Donc ça, c'est quelques projets spécifiques sur lesquels il va falloir identifier, si on veut les accueillir, des fonciers disponibles. Mais d'une manière plus générale, en fait, si on veut favoriser le retour de l'industrie, c'est plutôt des fonciers de taille moyenne, je dirais 5 à 20 hectares, sur lesquels il faut travailler, et c'est en ce sens que le gouvernement dans le projet Industrie Verte a fait des annonces, et c'est en ce sens que la Banque des Territoires les accompagne. Donc on va mettre à disposition à peu près 500 millions d'euros pour travailler des fonciers clés en main. Alors là aussi, des fonciers clés en main, vous ne pouvez pas 10 ans avant l'implantation d'un industriel vous dire ce terrain-là, il va accueillir telle ou telle industrie, et puis commencer à le façonner comme ça. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est amener les infrastructures pour que ce terrain soit déjà prêt, commencer à travailler sur les autorisations, le dépolluer, d'ailleurs on commence par ça, surtout dans un contexte de ZAN où on va plutôt travailler des zones déjà artificialisées que des zones non artificialisées. Et pour ça, on a effectivement tout un tas d'outils à la Banque des Territoires, notamment des fonds de dépollution, avec des sociétés comme Brandfields ou Jinko qui travaillent ces sujets. Donc in fine, on va sur la décennie qui vient travailler 30 à 50 sites qui nous permettront de mettre à disposition des industriels ce foncier. Je termine en disant que pour les plus petits projets, c'est très concret aussi pour les industriels dans l'identification des fonciers disponibles. On a pris une mission, le directeur général de la Banque des Territoires, Olivier Sichel, a pris une mission de construire un portail de data visualisation qui permettra aux industriels de voir le foncier disponible. Ce portail sera disponible cet automne, et on a déjà 400 EPCI qui en 3 semaines se sont inscrits sur le portail, c'est-à-dire un tiers des EPCI en France. Voilà, pardon, j'étais un peu long. Merci beaucoup. Hubert, Marie Bouillet, parce qu'on parlait de sujets de sites disponibles, vous avez aussi une activité de revalorisation de sites industriels chez FM Logistique. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous préciser pour vous l'importance de revaloriser ces sites, et puis le lien que vous faites aussi avec les industriels, parce que vous travaillez pour certains d'entre eux? Oui, donc merci, et merci à Antoine pour la mise à disposition de futurs fonciers. Nous sommes, une entreprise familiale française. Depuis 55 ans, nous accompagnons l'industrie française, et la réindustrialisation de sites industriels est une priorité absolue que nous menons depuis 30 ans. Et je vais vous donner 2 exemples qui ont abouti en 30 ans, donc c'est pas beaucoup, mais ils ont abouti. Le premier, c'était en 1995. À l'époque, il y avait une chocolaterie à Metz qui appartenait au groupe Suchard. Et cette chocolaterie a été déménagée par le groupe Suchard à Strasbourg pour des raisons de modernisation de son outil. Et nous nous sommes portés acquéreurs de cette chocolaterie avec 2 objectifs. Le premier objectif, c'était de contribuer à la sauvegarde des emplois. Mais nous ne sommes pas que philanthropes. Le deuxième objectif, c'était pour nous d'acquérir une compétence complémentaire. Et cette chocolaterie est devenue un site logistique de conditionnement au service d'autres industriels. Donc 1995, premier projet qui a été mené, et tout le monde y a été gagnant. Le territoire qui a eu une continuité de perception de ses taxes, les collaborateurs qui ont trouvé une activité, et nous, en tant que prestataires, une compétence complémentaire. Plus récemment, en 2022, nous nous sommes portés acquéreurs d'une laiterie pour Candia
à Nantes. C'est un site qui est à Cambon, sur lequel malheureusement le marché du lait étant ce qu'il est, Candia était surcapacitaire et donc s'est trouvé dans la nécessité de quitter le site de Cambon. Nous avons candidaté pour être acquéreur de ce site. Là, le schéma est un petit peu différent puisque malheureusement, aussi beau et aussi moderne l'outil soit-il, on va être amené à le démanteler et à revaloriser donc les matériaux pour y bâtir un site logistique au service de l'économie locale. Merci beaucoup. Ça m'amène une question en plus sur le sujet finalement des besoins qu'on a autour de l'industrie. On parlait de Douvrin tout à l'heure avec Nicolas Dufourc. Il y a eu, à l'occasion de cette inauguration de Gigafactory, un article de New York Times qui voulait bien rappeler aux Européens que seule la Chine était le seul maître total des chaînes de valeur en matière de batterie. Je sais qu'à la Banque des Territoires, vous avez des réflexions sur le sujet des approvisionnements en matière critique, justement pour renforcer la souveraineté sur ce sujet critique. Oui, d'ailleurs c'est intéressant quand vous parlez aux dirigeants de Vercor, puisqu'on accompagne aussi Vercor et qui prendra la décision finale sur son projet si tout s'aligne cet automne, sachant que les choses à aligner sont quand même pas toutes simples pour faire une gigafactory. Il faut des off-take de la part des industriels, Renault en l'occurrence, il faut du financement, il faut un capex stabilisé, il faut les autorisations, etc. Et Vercor est en train de faire une levée de fonds. Il y avait un article des Échos hier sur le sujet, d'un montant colossal, parce que ce sont finalement des startups, mais des startups qui lèvent entre 600 et 1 milliard, donc il n'y en a pas tous les jours en France. Ce que je voulais rappeler, c'est quand vous allez voir Vercor qui a ligne pilote à Grenoble, justement, on voit aussi qu'en France, on a quand même certains endroits qui sont des terreaux pour l'industrie du futur, parce qu'ils ont été des terreaux de l'industrie d'hier et d'aujourd'hui. En fait, ils sont fait venir, alors je ne connais pas le chiffre exact, mais plusieurs dizaines d'ingénieurs coréens qui forment les ingénieurs français sur les meilleures technologies sur ces batteries. Donc il faut reconnaître qu'effectivement, c'est ce que disait Nicolas Dufourc tout à l'heure, hein, on a perdu tout un tas de compétences et que quelque part, si on veut réindustrialiser, il faut savoir les réimporter. Mais un peu comme la Chine a importé pendant des dizaines d'années des compétences venant d'Europe ou de l'Occident. Sur certains sujets, on a pris du retard sur la Chine, sur l'Asie du Sud-Est, et on va réimporter les compétences, et il faut le dire et le faire avec humilité. Alors, il y a le sujet des métaux critiques. Ça aussi, j'ai bien connu ça dans ma carrière. Ça fait 20 ans qu'on en parle. 20 ans qu'on dit y a un sujet d'approvisionnement en métaux critiques. Il faut que la France acquiert sa souveraineté en étant indépendante sur ces sujets. En fait, pourquoi on n'y est pas arrivé depuis 20 ans? Peut-être parce qu'il n'y avait pas assez de drive au niveau politique, mais aussi parce que la transition de l'industrie vers les métaux critiques, c'était pas totalement faite. On dit souvent qu'on passe d'une économie des hydrocarbures à une économie demain des métaux critiques. Aujourd'hui, pour faire avancer une voiture, on a besoin d'hydrocarbures. Demain, on a besoin de métaux critiques et d'électricité. Et donc finalement, si ce n'était pas arrivé, c'est parce que le besoin n'était pas encore là. Là, aujourd'hui, il est là, il n'y a plus rien à dire. Et donc, il y a cette initiative qui a pris le gouvernement, suite à la publication du rapport de Philippe Varin, de monter un fonds, je dirais stratégique national, mais qui est confié à une entreprise privée, qui a été confié à Infravia, le fonds d'infrastructure, qui avait candidaté, ainsi que quelques autres fonds. Voilà, Thierry, vous n'aviez pas candidaté. Non, mais j'ai incubé Vincent de Vita. Voilà, donc ça va, tu es quelque part le père de tout ça. Et donc c'est Infravia qui va développer ce fonds qui vise une taille de 1 à 2 milliards, de manière à prendre des tickets dans les mines, donc dans l'amont, donc aller prendre des tickets dans les mines de nickel, les mines de cobalt. Et là, on revient au sujet de l'ESG. Il faut qu'on soit en accord avec nous-mêmes. On dit on a besoin de métaux, et puis en même temps, on sait que ces mines, ce n'est pas les meilleures pratiques qui soient. Donc, il va falloir les meilleurs standards quand même que ce fonds applique. Ensuite, dans la transformation des métaux, les usines de transformation, parce que souvent, en fait, quand on parle de souveraineté, on dit « oulala, faut que j'ai mon approvisionnement en nickel ou en cobalt », alors qu'en fait, le goulot d'étranglement, il va plutôt être sur les usines de transformation plutôt que sur les mines. Donc aussi les usines de transformation, et enfin le recyclage, qui est un sujet majeur mais émergent.
Voilà, donc ce fonds va investir là-dedans, et nous, à la Banque des Territoires, en fait, effectivement, on a incubé, préparé les choses de manière à ce que l'argent de l'État, ces 500 millions, aille chez Infravia. Juste un ordre de grandeur, le Japon a un fonds un peu comme ça, il gère 10 milliards. Donc ce fonds-là, il va falloir le faire grossir, de manière à ce qu'il réponde, pas totalement d'ailleurs, ce sera un outil parmi d'autres dans l'indépendance et dans la souveraineté. Merci beaucoup. Thierry, il y a quand même un sujet aussi parce que là on parlait finalement de l'investissement de l'État à travers ces grandes institutions dans un fonds pour les matières premières critiques. Il y a aussi le même sujet qui peut se poser sur la question des fonds infrastructures. Comment est-ce que l'État peut vous accompagner peut-être mieux ou différemment pour renforcer les capacités d'investissement? J'aimerais bien. En fait, l'activité de financement de fonds d'infrastructure, elle appartient aux gérants, elle appartient à la société de gestion qui va, selon une idée de fonds qui est plus ou moins large ou plus ou moins centrée sur une thématique bien précise, aller voir partout dans son écosystème français, européen, international, chercher des institutionnels qui vont pouvoir lui permettre justement de l'accompagner dans le financement de différentes infrastructures. Donc nous, on est tout seul, si vous voyez ce que je veux dire. Tu veux que je verse une larme peut-être? Comment? Tu veux que je verse une larme? Oui, aussi. Toujours le matin, le soir aussi d'ailleurs. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette table ronde, donc je remercie encore Antoine Truch, directeur de l'investissement à la Banque des Territoires, Thierry Callot, associé de Quaero Capital, et Hubert Marim-Bouillet, responsable du développement foncier de FM Logistique. Je vous remercie pour votre temps.